Donc bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis d'accueillir Laird Hunt ce soir pour la deuxième fois en Caribde. Merci à toi. Et merci. Pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, je vais commencer par une lecture, un petit extrait d'un livre qui n'est pas de Laird Hunt, qui a écrit par quelqu'un qui se fait appeler H, donc ça colle, et qui résonne énormément avec l'univers de Laird. C'est une ambiance Europe de l'Est, mais on retrouve le même flottement entre histoire et fantôme, le même rapport à la terre, au paysage qui est extrêmement puissant. Et c'est Dernière nouvelle de Strény d'Anne-Sylvie Salzman, que je recommande à tous ici ce soir. Si vous avez déjà tous les livres de Laird Hunt, vous savez par quoi continuer. J'ai pas de post-it, mais... Quoi qu'on dise, les guerres sont moments non plaisants, mais gros d'une fièvre qu'on vient regretter en temps de paix. Attendre le départ pour les combats, ainsi que nous l'avons fait pendant tout un mois à Ceslo, est une fièvre. Et marcher dans la campagne, à la nuit, est une fièvre. Entrer dans les villages tremblants, la plus vive d'entre elles. S'il faut parler de nos batailles, plutôt que de la guerre en général, c'est sur le chemin des Hauts, puis entre Balk et Zelenka, que nous avons eu les plus cruels accès de cette maladie de guerre que nous avions, dans notre ennui de l'année d'avant, tant souhaité attraper. Si nous ne mourrons pas et si les combats cessent un jour, nous les regretterons, disent les anciens. Et c'est de cette fièvre-là qu'on va parler ce soir, en fait, avec Neverhome. Alors, Neverhome. C'est donc une odyssée, mais où c'est Pénélope qui part à la guerre en enfilant les pantalons de son mari, et pendant qu'Ulysse reste à la ferme, une ferme de l'Indiana. Pénélope, en réalité, c'est un personnage qui s'appelle Constance et qui se fait appeler Ash Thompson dans le régiment qu'elle a rejoint. Et la guerre dans laquelle elle s'engage, c'est la guerre de sécession. Et c'est l'histoire d'un aller et de son retour. Alors, j'avais prévu de lire les premières pages. J'étais forte, lui pas, et ce fut donc moi qui partis au combat pour défendre la République. Je franchis la frontière quittant l'Indiana pour l'Ohio. $20, 2 sandwichs au petit salé accompagnés de biscuits, de corned beef, de 6 pommes flétries, de sous-vêtements propres et aussi d'une couverture. Il y avait de la chaleur dans l'air, donc je me suis mis en marche en bras de chemise, le chapeau bien enfoncé sur les yeux. Je n'étais pas la seule à chercher à m'engager, et au bout d'un moment nous étions toute une troupe. Les fermiers nous acclamaient au passage, nous donnaient à manger, leur meilleure place à l'ombre pour nous reposer. Ils jouaient pour nous de leur violon, enfin tout ce que vous avez entendu dire sur les commencements, même si 1 an déjà avait passé depuis Fort Sumter, et que la première bataille de Bull Run avait eu lieu, que Silo avait emporté son lot d'âmes, et que enfin c'en était fini des commencements et pour de bon. La 10e ou 11e nuit passée sur la route, on but du whisky et on brailla sous les étoiles. Il y eut une course à pied, du lancer de couteau, un concours à qui avalerait le plus de biscuits, à qui était le plus fort. L'un des gars essaya de me défier au bras de fer et eut la main écorchée quand je la plaquais contre la table. Aucun des autres ne tenta sa chance. Il y eut bien aux abords de Kettering cette vieille femme qui, ayant tiré pour moi l'eau de son puits, me regardait avec insistance tout en me tendant la tasse et me dit de faire attention à moi. À part elle, nul ne vit ce que j'étais. Je dormis tout simplement comme une souche le temps que dura cette marche. J'envoyai ma première lettre à Bartholomew depuis Dayton. Je lui envoyais à peu près la même depuis Cincinnati. Je lui écrivais qu'il me manquait terriblement, que j'étais terriblement heureuse aussi. Ça vous donne le ton du roman. Alors, petite remarque au passage sur la traduction, je tiens à mentionner Anne-Laure Tissu, parce que sa traduction est vraiment superbe. Enfin, le texte est très beau au départ et elle en a pris grand soin, donc voilà, je tenais à ce que ça soit su. Donc le livre est à la fois basé sur un socle historique qui est extrêmement solide. Tu t'es énormément documenté pour le roman. On va en parler, on pourrait passer toute la soirée autour de ces anecdotes-là parce qu'elles sont assez passionnantes dans les interviews qui ont été sorties ce matin et hier. Tu en parles beaucoup et c'est génial.
Et il y a en même temps une narration totalement flottante, un peu tentaculaire, qui ressasse des non-dits, qui revient sur ce qui a été posé. Il y a un art du doute qui est extraordinaire, et ces deux fils-là sont tressés et liés. C'est ça qui fait le mélange hyper original de tous tes livres, en fait. C'est toujours cette force-là, en fait. Et on peut peut-être commencer à parler de la documentation. Justement, il y a réellement eu des centaines de femmes qui se sont engagées comme hommes dans des régiments, dans la guerre de sécession, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, avec grand plaisir. Merci d'être venu. Merci à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici de retour à cette librairie formidable. Non, c'était vraiment pour moi une grande passion de passer du temps avec ces femmes, les restes, les traces de ces femmes qui ont fait la guerre de sécession chez nous aux États-Unis. Et justement, il y avait des centaines de femmes qui avaient fait cette chose si singulière. Et oui, pour moi, l'aventure a commencé avec un cadeau de ma femme, et je tiens à dire que c'est aujourd'hui les 15 ans de mariage. Oui, merci. Et j'ai eu Eleni, ma femme, au téléphone il y a quelques heures, et elle était très gentille, mais en même temps, j'étais là à Paris à me promener tout seul. Il y avait quelque chose qui allait pas. Ça va aller. Et non. Un des meilleurs cadeaux qu'elle m'a offert pendant ces années était ce cadeau, il y a 20 ans, d'un tout petit livre qui s'appelle « Un soldat singulier ». C'est moi qui traduis, c'est pas traduit en français. « It's an Uncommon Soldier ». C'est le titre. Et c'est les lettres de Sarah Wakeman, qui est allée à la guerre, qui s'est déguisée en homme pour aller à la guerre. Elle a écrit des lettres à sa famille pendant cette période de 2 ans. Elle a quand même fait 2 ans de guerre en déguisement, ce qui est déjà assez étonnant. Mais elle n'est pas rentrée chez elle. Elle est morte à la guerre. Et sur la pierre tombale, on peut voir le nom de Lyons Wakeman. C'était son nom de guerre. Donc elle est morte en homme, en fait. Mais les lettres sont formidables, et elle n'était pas très éduquée. C'était une jeune fermière, en fait, qui est partie à la guerre. Mais elle n'avait pas de mari, donc c'est pas la même histoire. Mais quand même, ça m'a inspiré. Et il y avait une introduction par une chercheuse qui travaille beaucoup sur ce sujet-là. Elle s'appelle Lauren Cook. Et où elle précise justement qu'il y avait des centaines, au moins 400 femmes qui avaient fait ça. Et c'était des femmes qui venaient du Nord et des femmes qui venaient du Sud aussi. Et pendant des années qui s'en suivaient après, je me suis souvent... j'ai souvent pensé à ces femmes, mais je ne savais pas quoi en faire. Ça restait un peu, je ne sais pas, quelque chose d'intéressant, un fait divers, mais je n'avais pas d'histoire à raconter là-dessus. Et puis j'ai écrit Les Bonnes gens, le roman précédent, qui a une voix féminine qui raconte une histoire. Et je ne sais pas, dans une certaine manière, ça m'a donné la permission, il me semble, peut-être de recommencer à réfléchir sur ces femmes qui ont fait la guerre pendant la guerre de sécession, et de encore commencer à trouver les mots justes pour m'exprimer dans un certain sens en femme. Et je ne sais pas, vous allez voir si j'ai réussi. Au moins Anne Tissu a réussi, je pense. Mais c'était vraiment des recherches et des enquêtes très intéressantes, et on peut revenir sur les anecdotes peut-être plus tard, mais c'était pour moi très passionnant. Et je pourrais continuer, je pourrais devenir chercheur sur le sujet, en fait. Ça m'intéresse tellement. Pas forcément la guerre de sécession, c'est pas ça, c'est ces femmes qui ont fait cette chose si intéressante. Et du coup, justement, le regard des femmes est très particulier dans Never Home.
il y a la voix et il y a le regard. Dans le tout début que j'ai lu, il y a la vieille qui tire l'eau du pipe et qui sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qui regarde de plus près en fait que les hommes. Oui. Et il y a aussi cette voix qui est extrêmement sourde. Moi, du coup, je l'ai trouvée vraiment très très juste, mais elle est tendue, elle est brutale, et j'imagine les dents serrées parce qu'elle a quelque chose à dire, mais ça veut pas sortir, enfin, c'est pas simple. Et je me demandais, alors, c'est une question que j'avais gardée pour plus tard parce que je sais pas très bien comment la formuler, mais dans quelle mesure vous écrivez sur... tu écris sur... On s'est tutoyé hier, donc c'est récent. Tu écris sur le mal avec un grand thème, sur la violence qui est amorcée et puis qui déborde en fait une fois que ça a commencé, on ne peut plus revenir en arrière. Et dans Les Bonnes gens et dans Neverhome, c'est une femme qui parle de violence et qui parle de culpabilité. Et dans le prochain qui arrivera, ce sera ces thèmes-là aussi, si j'ai bien compris, puisque ce sera l'histoire d'un lynchage transmis par 2 voix de femmes. Et je voulais savoir pourquoi il faut être femme pour arriver à dire et à voir cette chose-là, ou pourquoi c'est plus facile. Eh bien, c'est pas facile du tout en fait. Du coup, c'est très très dur. Pour moi, c'était dur d'écrire ces 2 premiers romans pour moi avec cette voix féminine, pas forcément pour avoir le premier jet du manuscrit, pour avoir l'histoire, pour voir ce qu'elles avaient à raconter, mais la façon de s'exprimer, c'était tout un travail après, ça a pris des années. Donc avec Neverhome, le premier jet de manuscrit, ça m'a pris 6 semaines. Et après, j'avais 120 pages. Donc je voyais le début, et puis ce qui se passait à peu près entre-temps, et puis la fin de l'histoire. Mais après, comme beaucoup de gens ici savent bien, c'est là que le travail commence. Et c'était justement là, pour être juste, pour parler, pour pas raconter des bêtises, pour pas être trop mal dans l'œuvre, il fallait vraiment que je trouve une façon à chaque fois un peu différente. Donc oui, c'est vrai qu'avec Les Bonnes gens, j'ai déjà fait la chose, mais Neverhome, la voix de Constance, c'est une voix différente. Ah oui, c'est pas du tout la même voix, c'est pas la même, et c'est pas la même façon de prendre la parole. Mais quand même, j'avais ce don de ma grand-mère qui m'a élevé dans une ferme en Indiana quand même, d'avoir la voix de cette grand-mère en tête. Et quand je commençais ces projets, et puis après, quand il fallait retravailler les manuscrits, j'avais la voix de ma grand-mère. Et la voix de ma grand-mère n'est pas comme la voix de Ginny Lancaster dans Les Bonnes gens, et n'est pas comme la voix de Ash Thompson in Neverhome. Mais quand même, sa voix à elle était hantée par ses ancêtres, était hantée par les femmes qui étaient là sur Terre avant elle, qu'elle avait connues quand elle était petite. Et il me semble que c'est peut-être ces voix-là, ces voix plus anciennes, qu'on trouve dans les voix de ces 2 personnages si différents, il faut le dire. Du coup, je vais revenir sur du plus concret. Le contexte dont on parlait avant, ça pose la question de pourquoi elles s'engagent, pourquoi ces femmes se sont obstinées à s'engager. Plusieurs fois, on t'entend plusieurs fois dans plusieurs régiments pour arriver, et puis si elles étaient découvertes dans un, elles allaient dans un autre. Et Constance, elle est heureuse dans son mariage, elle aime son mari l'aime, la vie a l'air plutôt douce à la ferme, en tout cas ça ressemble à un petit coin de paradis, et en même temps elle a besoin de partir. Et elle a besoin de cogner aussi, elle a une violence qui couve en elle. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, et sous la forme de rêves, de souvenirs, du fantôme de sa mère notamment, qui lui donne des conseils
qui sont assez terribles parfois. Nous, on tend pas l'autre joue. Et elle a peut-être besoin de ne plus être une femme aussi, à cause peut-être du bébé, qui est à peine évoqué, mais qui donne une épaisseur incroyable au personnage. Et finalement, on se demande, est-ce qu'elle s'engage par conviction, et elle aurait des raisons de le faire, de s'engager par conviction dans l'armée, ou est-ce que c'est pour l'idée de liberté, ou est-ce que c'est pour la liberté effective qu'il y a à mettre un pantalon, à courir le monde comme un homme, à se battre comme un homme, à tirer mieux qu'un homme. On ne sait pas en fait. Enfin, moi j'ai pas su démêler, et c'est ça que j'ai aimé en fait, ne pas savoir démêler. Mais est-ce que toi tu sais pourquoi elle part? Elle ne me l'a pas dit. Non. Oui, et en fait c'est vrai. Tout ça a commencé avec cette voix qui m'a chuchoté dans l'oreille, cette phrase. Et c'était un peu comme ça. Je ne veux pas entrer dans le mysticisme comme ça, mais quand même, il y avait ce moment où j'ai entendu cette voix qui me disait I was strong and he was not, so it was me who went to war to defend the Republic. C'est la phrase en anglais, première phrase. Et à partir de ce moment, je suivais la voix de ce personnage dans une certaine manière. Et même quand je retravaillais le manuscrit, c'était encore moi qui était là en bon étudiant, qui écoutait la maîtresse un peu qui parlait, il me semblait. Parce que c'était vraiment une voix très forte. Et tu l'as évoqué en fait, c'est quelqu'un qui a une force de vivre, une force de... Même si elle ne trouve pas les mots pour s'exprimer, on sent la puissance derrière ses efforts. Et il y a une chose qui m'est venue quand tu parlais au début de cette vie qu'elle menait avec son mari dans cette ferme en Indiana. Il faut dire que c'est elle qui raconte la chose des années plus tard. Et donc, au début, c'est vrai qu'au début du roman, quand on lit, quand elle évoque sa vie avec son mari dans la ferme, c'est assez idéal. Les histoires de fleurs qu'on s'échange et tout ça, c'est pas mal. On travaille ensemble, c'était une affaire qu'on a menée vraiment ensemble. Mais à la fin du livre, c'est pas vraiment ça. Et ça change, ça bascule. Et c'est plus si idéal, il me semble, à la fin du roman. Donc c'est quelque chose qui a changé pour elle en s'exprimant. Parce que l'histoire de Neverhome, c'est pas une histoire, c'est pas un fait divers qu'elle veut élaborer, qu'elle veut partager. Elle raconte pas la chose juste pour ça. C'est pas pour dire j'ai fait quelque chose d'exceptionnel quand j'étais jeune. Je suis allé à la guerre. J'étais femme, je suis allé à la guerre quand même. C'est pas ça. On comprend petit à petit en lisant qu'en fait, c'est une confession qu'elle fait. Parce que dès son retour de la guerre, ça tombe très vite, très mal. Et il y a un incident, je ne vais pas en dire plus, mais il y a quelque chose qui arrive et elle se sent, pour de bonnes raisons, culpable. Mais elle n'a jamais su s'exprimer sur le sujet, et maintenant c'est ce qu'on a en main, c'est dans une certaine manière sa confession. Mais on ne comprend pas que c'est une confession jusqu'aux dernières pages, où tout s'éclate d'un coup. Et puis elle se tait, et l'histoire est terminée. Enfin, elle trouve les mots pour s'exprimer. Et c'est dur, et ça change beaucoup dans le livre qu'on a lu, mais elle ne va pas en dire plus. Et il y a un autre thème qui est fondamental et qui était aussi extrêmement présent dans Les Bonnes gens, c'est la dimension du mythe. Ça parle aussi de quelque chose qui est plus grand qu'un épisode historique ou effectivement qu'un fait divers, et ça parle de la mort, de l'enfer, de la violence qui nous habite et qu'on réveille et qu'on doit abreuver ensuite. Il y a des démons intérieurs qui nous poussent
Et finalement, c'est quelque chose d'assez intemporel. Hier, tu disais que c'était une histoire qui aurait pu avoir lieu dans toutes les guerres, ou en tout cas que c'était pas parce que c'était la guerre de sécession que c'était important, mais que c'était une guerre. Et c'est cette dimension mythique que j'avais adorée dans Les Bonnes Gens aussi, où ça parle effectivement du mal avec un grand thème plus que d'un simple épisode historique. Et tu donnes une des clés dans une des lignes de dialogue. Il y a une femme qui dit « Pénélope est partie à la guerre, Ulysse est resté à la maison ». Et Marie-Catherine évoquait hier Eurydice, qui serait allée toute seule en enfer et qui serait revenue toute seule aussi. Et j'ai trouvé ça extrêmement juste, et du coup en relisant, je suis tombée sur un extrait. Un extrait qui corrobore. « Je suis au bord de l'épuisement, écrivis-je à mon mari le soir même après cet échange. Reviens-moi quand tu seras prête, me répondit-il. Nous pouvons essayer de nouveau. Je ne suis pas prête, pas encore, écrivis-je. Je continuerai à attendre, écrivit-il. Alors le colonel donna des ordres et nous reprîmes notre marche, franchissant une belle langue d'eau, puis à travers une petite montagne verte, pour entrer dans le début de mon enfer. Et du coup, alors, j'aime beaucoup cette interprétation parce qu'effectivement Bartholomew a quelque chose d'Orphée. Il danse, il chante, il est quelque chose, voilà, cette chose. Ouais, moi c'est comme ça que je vois Orphée aussi, quelque chose de la beauté, de la vie, quoi. Et c'est pas rigolo pour lui aussi dans le livre. Le pauvre. On t'a beaucoup interrogé dans les interviews, etc., sur les témoignages, sur la documentation, les faits divers, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres mythes ou des références plus fantastiques au livre ? Oui. Et en fait, c'était... ça a commencé avec Les Bonnes Gens. Et avec la rencontre, la découverte très importante pour moi, et on en a peut-être parlé la dernière fois, avec le travail, l'œuvre de ce grand écrivain, pas très bien connu, je pense, en France, Amos Tutuola, un écrivain nigérien. Ah oui, t'as trouvé tout de suite. Oui. Donc qui a écrit des contes vraiment fantastiques. Voilà, c'est le livre qui est le plus connu. Il a écrit plusieurs livres et c'est toujours des contes assez merveilleuses et affreuses, très intéressants. Et pour moi, c'était un choc. Parce que, bien sûr, comme tout le monde, j'imagine, ici, je connais assez bien les mythes qui nous parviennent de la Grèce, de l'Antiquité, de l'Ouest, mais découvrir les autres mythes qui venaient de l'Afrique, c'était pour moi vraiment très intéressant, et c'était, oui, presque je l'ai vécu comme un choc, system shock. Et donc avec Les Bonnes Gens, je joue beaucoup avec les mythes et les contes, les contes surtout de Tutuola, et ça continue dans une certaine manière avec Neverhome. C'est plus diffusé, je pense, dans le livre. Il n'y a pas autant de références au travail de Tutuola, mais quand même pour moi ça reste là. Et je trouve que c'est assez juste si on va parler de l'esclavage, si on va évoquer dans Neverhome, parce que c'est quand même le sujet principal des Bonnes Gens, mais Neverhome, c'est là aussi. Elle va rencontrer sur la route, après avoir fait la guerre, quand elle retourne chez elle, Ash Thompson, cette héroïne, le personnage principal du roman, elle va rencontrer une autre femme qui a fait la guerre, une autre femme qui s'est battue, qui s'est déguisée en homme pour se battre, sauf que c'est une femme noire, une ancienne esclave. Et elle partage le chemin pendant un certain temps, et Ash Thompson lui donne à manger,
et elles discutent un peu, mais l'autre dit pas grand-chose. Et finalement, Ash dit oui, on va partager le chemin, on peut y aller, on peut rentrer ensemble. Et l'autre devient furieuse et elle dit non, on ne peut pas partager ce chemin-là. C'est vrai qu'on a toutes les deux battu et on a fait à peu près la même chose, mais puis ça s'arrête parce qu'on n'a pas la même expérience. On n'est pas les mêmes. Et donc, il y a l'esclavage là aussi qui parle, et l'héritage américain. On a toujours été à la recherche de mythes américains, il me semble. Et pourquoi pas évoquer cette autre tradition? C'était très important pour moi-même dans ce livre de, bien sûr, évoquer la tradition grecque qui m'est très important, mais en même temps des autres traditions qui sont peut-être pas les miennes, mais que je trouve très très justes quand je réfléchis à l'histoire américaine. Et d'ailleurs, ça passe par la nature, non, le décor. Enfin, j'ai eu l'impression de retrouver, j'avais eu cette sensation-là dans Les Bonnes gens aussi, que il y a un rapport extrêmement sensible au décor. Il y a la forêt qui est extrêmement présente. Il y a même des paysages plus domptés comme la ferme en Indiana, comme le jardin de Neva, qui est une femme qui va accueillir Ash Thompson pendant un temps. Et il y a l'eau aussi, il y a toujours une rivière à traverser au moment où sa vie change. Que ce soit pour sa perte, pour quelque chose de l'ordre de la malédiction ou pour un genre de baptême, il y a toujours une rivière à traverser. Et il y avait ça dans Les Bonnes gens aussi, ce symbole-là de l'eau, quoi. Et je l'avais dit la dernière fois aussi, mais c'est quelque chose qui est extrêmement fort et touchant, en fait. Et par moments, on a vraiment l'impression dans la forêt que Constance erre dans une autre dimension, en fait, qu'elle s'est perdue, elle cherche son régiment. Et c'est là d'où surgissent les fantômes, c'est là d'où surgissent des rencontres un peu étranges. Et sur ce chemin du retour, en fait, elle est dans un monde un peu à part du monde, dans un temps un peu à part du temps. Et peut-être un fantôme elle-même. Il y a un moment, elle se demande... Alors, à un moment, elle va être capturée, enfermée. Et 50 pages après, elle dit, mais en fait, je suis restée là-bas. Et nous, lecteurs, on ne sait pas si quand elle est partie, elle est partie physiquement ou si c'est autre chose d'elle qui est en train de revenir. Alors après, on sait, mais il y a des moments de doute comme ça où rêve et réalité se mélangent. Et souvent dans la forêt, dans des moments où le décor est très vivant, en fait. C'est pas exactement une question. Non, mais je parlais tout à l'heure avec l'attachée de presse avec qui je travaille, Nelly Mladenoff, qui est si excellente. Elle a fait la remarque que pour elle, oui, on a pas mal parlé de Pénélope et Ulysse, et puis aussi cette remarque si intéressante de Marie-Catherine sur l'Orphée, cette histoire-là, mais on n'a pas beaucoup évoqué Dante et sa descente à l'enfer. Et pour moi, quand la pauvre Ash s'égare dans la forêt, c'est un moment un peu dantesque pour moi, où oui, les rêves et la réalité s'entremêlent d'une façon assez particulière, mais qui évoque quand même cette autre grande œuvre qui fait partie de la mythe européenne et puis américaine aussi. Je vous lis un extrait. Elle est blessée et elle est parmi des cadavres. Enfin, elle vient de quitter un champ de bataille longtemps après que ça se soit calmé. Je finis par me retrouver à descendre parmi des arbres couverts de lierre et je découvris le ruisseau. Je bus, eus un haut-le-cœur, bus de nouveau et restai allongée sur le flanc, haletante. Alors j'ôtai mes haillons, desserrai mes bandages de poitrine et sortis le
le portrait de Bartholomew, qui dans le noir n'était qu'un morceau de métal dur, et le posait à côté de moi sur la rive. Il nous faut discuter de notre situation, dis-je au bout de métal, mais le métal n'avait pas l'intention de parler, pas plus que ma sœur soldat morte. Il n'y avait que ma mère pour me parler, que sur elle que je puisse compter. Cette pensée, une fois que je lui retournai dans ma tête, me fit rire aux éclats, et je restai assise à rire jusqu'à ce que les moustiques me trouvent. Alors de nouveau je m'allongeai sur le flanc, et, roulant sur moi-même, j'entrai dans l'eau. J'eus alors l'idée que j'étais revenue à la vie, et je me mis à me frotter le corps avec des graviers et de l'herbe aquatique. Je frottais et frottais encore, puis j'attirais mes haillons dans l'eau, les battant et les tordant pour en faire sortir la crasse. Tout cela se faisait lentement, car je ne pouvais pas utiliser mon bras gauche. Au camp, il y avait des gars qui se servaient de bâtons pour se racler les extrémités s'ils n'arrivaient pas à dégoter de savon. Et quand je m'aperçus que j'avais encore des traces sur les jambes, j'essayai cette méthode. Cela fait 3 semaines que je ne m'étais pas lavé d'aucune façon. Ça ne me dérangeait pas le moins du monde de rire en m'activant. Non plus que de ne pas pouvoir cesser de frissonner alors même que je me sentais brûlante. Après avoir étalé mes vêtements, je passais 1 ou 3 heures accroupie à baragouiner sous les buissons avec des femmes assassinant des hommes tout autour de moi dans le noir, comme si j'étais devenue un genre de Gadacron. Après quoi je me levais et remontais la berge un moment jusqu'à un point où le ruisseau se faisait plus large et plus profond. La troupe de rebelles était là, tous aussi nus que moi. « Galante hache !» lancèrent-ils, c'est son sobriquet. « On a entendu parler de toi et de tes exploits. Viens donc barboter avec nous. » Ainsi formulée, l'invitation ne pouvait se refuser. Il apparut que j'avais sauvé le vieil homme de Richmond d'une mort certaine en lui donnant cette feuille de papier, et comme les autres, il se débarrassa de son uniforme et entra dans l'eau avec nous. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse depuis que j'étais partie à la guerre. Quelqu'un avait pris un violon et savait s'en servir. Nous nous prîmes par le bras dans l'eau fraîche, faisant la ronde en riant et en batifolant. J'ignore ce qui fit tout basculer, mais la petite fête vira pour de bon, et je me retrouvai avec ma main valide à la gorge d'un rebelle. Tous les autres avaient disparu, le vieil homme de Richmond compris. Il n'y avait plus que moi et ce rebelle, que ma main et sa gorge. Je le tuai sur le champ, là, dans l'eau, et laissai son cadavre partir en flottant, puis je m'éclaboussai et retournai à mes vêtements. Ils étaient encore trempés alors que je m'endrapais et m'endormis. Dans le rêve qui m'arriva ensuite, ma mère vint me trouver. C'était mon vieux rêve habituel, seulement cette fois j'avais mon mousquet. Autour de moi, la foule en colère avait augmenté et allumé ses torches alors que je restais allongée, la baïonnette serrée contre moi. Voilà, c'est des moments de flottement où elle décrit des choses qui arrivent et en fait non, et en fait autre chose est arrivée pendant ce temps et après elle rêve. Et il y a ce flottement-là, ce mouvement-là qui est assez permanent, un flux, un reflux, rêve-réalité dans le roman qui est super chouette. Ah oui, en fait, c'était des gens qui souvent meuraient de faim. Ils étaient censés faire la bataille, aller à la bataille, sans avoir mangé depuis 2 jours peut-être, des gens blessés, et qui étaient si loin de chez eux, à 1000 kilomètres de chez eux, et puis ils étaient censés faire la guerre après. Et donc il me semble que, oui, il y avait justement dans les hallucinations, les rêves aussi, et dans les rêves, les hallucinations, tout était tellement flou. Et je pensais, parce qu'au début de l'extrait, elle prend la photographie, elle met de côté, c'est ça? Ça évoque une image pour moi que j'ai rencontrée dans mes recherches qui reste un peu gravée dans ma tête. Et c'est l'image de ce jeune soldat trouvé mort après une grande bataille. Je pense que c'était peut-être Shiloh. Je ne suis plus sûr. Mais il était trouvé avec les photographies tout autour de lui qu'il avait arrangées. Parce qu'à l'époque, les photographies restaient, comme vous le savez tous, quelque chose de très talismanique presque. Oui, ça gardait vraiment la présence parce que c'était tout nouveau à l'époque. Et donc on avait, dans une certaine manière, sa famille sur soi. Et donc oui, la photographie qu'elle va perdre en fait de Bartholomew est très important dans le livre. Et oui, donc cette image d'avoir la famille autour de vous à 1000 kilomètres de chez soi, c'est vraiment c'est frappant pour moi. Et oui, il y a pas mal aussi de moments assez symboliques dans le livre.
comme ça, mais parce que j'ai commencé avec, oui, ces choses que j'avais trouvées dans mes recherches, et puis après, je me suis dit, oui, pourquoi pas avoir ça dans le livre? Parce que avec tellement de rêves et d'hallucinations, pourquoi un peu de symbolique aussi? Et justement sur le flou dont tu parles, c'est pareil, c'est un aspect vraiment important du livre. C'est la guerre comme brouillage total de tout, quoi. Les lignes ne sont plus des lignes. On peut passer d'un monde à l'autre de façon assez simple. Donc il y a un flou donc, entre rêve et réalité. Il y a aussi dans les rôles hommes-femmes. Alors pas seulement dans le travestissement de Constance, mais aussi la douceur de son mari. Il cuisine, il danse, il chante, il est de santé un peu fragile, il écrit de très belles lettres, et du coup il y a une inversion par rapport aux lignes qui devaient quand même être assez carrées à l'époque. Et elle se bat, elle cogne, elle tire, elle est meilleure que les hommes au bras de fer. Et ce flou-là, il se retrouve aussi dans la relation qu'elle a avec Neva, donc la femme qui la recueille à un moment, et qui va avoir un moment de désir, enfin, qui elle a un désir profond pour elle, et à ce moment-là, les deux savent que c'est une femme. Il n'y a pas de secret, les deux savent que c'est une femme, et il y a un moment de désir et de flottement entre elles deux qui à mon avis n'est possible que parce que c'est la guerre, que parce que c'est flou et on ne sait plus où on en est pour cette époque. Ah oui, tout est possible à ce moment-là. Oui, oui, c'est un moment très très important dans le livre, cette rencontre entre Ash et Neva. C'est un moment de tendresse dans ce livre si dur. Et c'est aussi un moment assez concret, il me semble. Oui. Oui, on retrouve les choses de la vie, la matière de la vie et les habitudes de la vie. Mais c'est vrai que c'est un peu... ça se bascule quand même à ce moment-là aussi. Mais c'est dans un foyer où tout est familier. Et c'est vrai que ça ne dure pas longtemps pour la pauvre Ash. Elle va repartir après. Oui, en effet. Et il y a un flou aussi sur ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Il y a des moments de relâchement justement au moment du camp, de chasse à l'écureuil dans les bois, etc., où on discute, où ça va. Et à ces moments-là, elle est extrêmement tendue parce qu'il ne faut pas qu'elle soit découverte. Donc au moment où tout le monde relâche, elle se tend. Et au contraire, il y a des moments au milieu du feu et de la douleur, on a une espèce de pépite de tendresse qui est inattendue et impossible à expliquer. Ça vient, c'est juste d'une sincérité assez fabuleuse, quoi. Je vais vous lire l'extrait. Donc c'est en plein combat, en pleine bataille. Mon lieutenant avait pris une balle dans l'épaule, mais il se releva et posa une jambe là où il l'avait mise la première fois. « Alors, on en est où, Galantache ?» me demanda-t-il. Je reprends mon souffle, mon lieutenant. « Eh bien, prends-en encore et lève ton fusil, parce qu'ils arrivent, bordel !» Ils arrivèrent en effet, et ce fut comme si un vent brûlant arrivait avec eux, enflammant l'air de part et d'autre de mes oreilles, et le monde se souleva et bascula. Je commençai à charger pour rebrousser chemin l'instant d'après. Un gars faisant 2 fois ma taille me flanqua un coup de pied dans le ventre et je tombais dans un trou invisible. Sans que j'aie le temps de dire ouf, on était 2 dans le trou, et j'essayais de mettre la main sur mon arme, mais je vis que c'était le cousin du colonel qui était descendu de son rocher. Il me regarda et sourit, et malgré l'averse infernale qui nous tombait dessus et la bataille tout autour, je peux vous dire tout net que c'est le plus bel homme que j'ai jamais vu. Ce n'était pas la beauté qu'on peut voir de loin dans les rangs, perché sur un rocher. C'était la beauté qu'on ne voit que de près, avec la mort qui menace, une beauté tout en joues tendres, noircie de fumée et les yeux flamboyants. Vous êtes le cousin du colonel, dis-je. A-t-il déclaré une parenté entre nous ? La voix était aussi claire et belle que le visage. Une voix bien ronde et lisse, sortie tout droit d'une baratte de beurre mise à rafraîchir dans l'eau pure d'un ruisseau.
Il dit une ou deux choses encore de cette voix, mais je ne l'entendis pas à cause des coups de feu au-dessus de nos têtes. Un courant d'air s'engouffra dans notre trou, lui soulevant une mèche de cheveux humides du front. Il se pencha tout près de moi. « Je sais ce que vous êtes, dit-il. Je suis un soldat de l'armée de l'Union. Je sais cela aussi. Il faut qu'on sorte de là. » Mais je ne bougeais pas d'un poil, et il souleva sa main délicate pour la poser contre ma joue. Il la garda ainsi, sans que je bouge, ni ne respire, ni ne frissonne. Je fermais seulement les yeux et laissais mon visage reposer contre sa main. Quand j'ouvris les yeux, je vis qu'il était sorti du trou d'un bond, et je supposais qu'il avait couru regagner son rocher. Je l'y aperçus quand ma joue eut cessé de me brûler et que je fus sorti du trou. Il était debout sur son rocher, arme brandie. J'eus l'idée de courir à lui pour faire de nouveau poser sa main contre ma joue, mais mon lieutenant revint se poster derrière moi. « Alors, on en est où, Galantache » demanda-t-il, exactement comme il l'avait fait quelques minutes plus tôt. « Je reprends mon souffle, mon lieutenant » fis-je moi aussi, comme si je ne l'avais pas déjà dû. « Eh bien, reprends-en encore un peu. » Et donc il y a des parenthèses comme ça qui s'ouvrent et qui se ferment de moments inattendus et difficilement explicables en fait. Ça se passe. Et c'est pas ce qu'on attendrait dans ces moments-là. C'est une belle traduction, je trouve. Et là, je vais dire un mot, parce que bien sûr, c'est un travail magnifique d'un autre tissu, mais il y a aussi présent mon éditrice, Marie-Catherine Vacher, et elle travaille beaucoup sur les traductions, elle retravaille les traductions, c'est vrai, non, Marie-Catherine? Donc il y a beaucoup de Marie-Catherine aussi dans ce livre. Oui, c'est une collaboration. Oui, bien sûr. C'est une inspection des travaux finis. Oui. J'insiste un peu sur this fact. It's true. Merci. Et après, j'ai des questions qui sont peut-être pas... Est-ce que vous avez des questions? Du coup. Très bien, je continue. Too shy. En fait, moi j'en avais une, mais elle a déjà été posée, quoi. C'était sur l'origine de l'idée. Donc c'était ce livre il y a 20 ans sur les femmes qui partent. Donc voilà, la réponse a déjà été donnée. Mais en fait, il y avait aussi une phrase dans un article de ce grand historien et écrivain Tony Horowitz, qui a écrit un livre très intéressant sur la guerre de sécession et l'effet qu'elle a toujours dans la vie américaine, et qui s'appelle Confederates in the Attic. Et il dit dans cet article qu'il a écrit il y a 4 ou 5 ans, et bon, c'est à peu près ce qu'il a dit. Il dit qu'il reste beaucoup de choses à découvrir dans la guerre de sécession. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont incrustées par le mythe. Et c'était à ce moment-là, ce moment précis, que je me suis dit, ah oui, et ces femmes qui ont fait la guerre. Oui, et quand le livre est sorti, quand j'ai eu des interviews et des rencontres, les gens me disaient souvent, tu as vraiment inventé quelque chose d'extraordinaire. Quelle bonne idée, hein, les femmes qui vont à la guerre. J'ai dit, mais non, j'ai rien inventé. Sauf le personnage qui est basé sur plusieurs femmes et plusieurs parcours. Mais donc ça reste quelque chose qui n'est pas très connu chez nous. Et l'histoire de ces femmes, en fait, a été un peu effacée après la guerre, parce que ça ne faisait pas justement partie du mythe de la guerre de sécession. Pour les États du Nord, mythe de réussite, de victoire, et les États du Sud, mythe de défaite. Et les femmes dans les rangs qui avaient fait ça, non. C'est pas très convenable, ça. Oui. On va supprimer. Et donc il y avait une mémoire laissée par une femme qui avait fait la guerre, qui s'appelait Loretta Velasquez. Sa famille était de Cuba, et elle est venue aux États-Unis juste avant la guerre. C'était une famille riche. Elle est allée à la guerre en officier, avec les hommes derrière elle. C'était assez singulier, hein, quand même. Elle était vraiment quelqu'un qui avait une volonté de faire cette chose, avec beaucoup de style et élégance.
Et elle a laissé, après la guerre, une mémoire qu'on peut trouver facilement chez nous de nos jours. Il y a même eu un documentaire sur Loretta Velasquez il n'y a pas longtemps, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et quand le livre a été publié, 10 ans après la guerre, il y a eu tout un effort pour supprimer, pour dire que c'était que des mensonges, elle n'a rien fait. Et en fait, ça a marché. Et on l'a pris pour une menteuse. Et donc, c'était un effacement encore des vies et de l'histoire des femmes. Assez étonnant. Et d'autant plus que ça a marché en général. Donc, de nos jours, ça reste quelque chose de pas très connu. Et ça aussi, ça m'intéresse dans cette histoire. Les vies secrètes, les histoires secrètes, oubliées, effacées. Tu parles de cette femme qui a fait quelques années de guerre et qui est restée en homme quand la guerre est finie. Et à un moment, elle est découverte et l'État veut lui couper la pension parce que non, quoi. Et là, il y a son régiment qui dit bah non, c'était quand même le plus costaud d'entre nous, c'est pas correct. Oui, c'est étonnant, cette histoire. C'était une jeune Irlandaise de 17 ans. Elle venait d'arriver aux États-Unis. Elle s'est tout de suite engagée dans l'armée. Elle a pris l'identité de Albert. Avant, c'était Jenny. Et elle est devenue Albert. Et elle s'est dit, oui, je vais rester Albert. Elle a passé des années. Et à l'âge de, c'était à peu près 70 ans, on a constaté à l'hôpital, parce qu'elle est tombée malade, qu'en fait, c'était une femme. Et puis, voilà. Mais il y a une photo, justement, de Albert, redevenu Jenny, très âgé, c'est très clair que son esprit l'a quitté parce qu'on voit les yeux un peu... Elle était égarée, quoi. Mais elle est en robe, Albert, en robe, à l'âge de 75, je ne sais pas, et dans un asile. Donc, la folie supposée, c'est assez étonnant. Oui, elle se prend pour un homme, elle est forcément folle. Donc on peut trouver ça sur ligne, sur l'internet, une photo d'Albert, redevenu Jenny. Et est-ce qu'on peut demander des détails du prochain livre? Oui, bon, oui, je travaille, je retravaille en ce moment ce roman, et en fait, je viens de rentrer en Indiana, à la ferme familiale, qui est toujours dans la famille, qui m'inspire tellement. Et j'y vais chaque fois que je travaille sur un livre, je repars en Indiana, quand même pour, je dis des recherches, mais il n'y a que moi qui me promène dans les champs et qui boit l'eau du puits. Et c'est ça mes recherches, mais là, c'est un peu différent quand même, parce que le livre se passe à 40 km de la ferme familiale, dans une petite ville. En fait, c'est la ville natale de James Dean, Marion, Indiana. C'est pas loin de la ferme. Pas loin du tout. Et c'est là où, la nuit du 7 août 1930, il y a eu ce lynchage qu'on connaît parce qu'il y a une photo très célèbre de l'événement où on voit deux jeunes noirs pendus dans un arbre, et puis il y a tous les blancs autour qui sourient et qui dit « Look, haha, on a fait quelque chose de très bien ». Et c'est assez étonnant. Et ça, c'est une photographie qui a été prise cette nuit-là, et puis on en a fait une carte postale, et ça se trouve aussi facilement sur l'Internet. Et quand moi j'ai revu cette photo, après avoir écrit Les Bonnes gens et puis Neverhome, je me suis dit, mais tiens, Marion, c'est juste à côté de la ferme. Et je me suis dit, et ma famille ce jour-là, parce que 10 000 personnes ont assisté à l'événement.
10 000 personnes. C'était une toute petite ville à l'époque. Et ça reste une assez petite ville. Et ma famille, est-ce que ma famille était là ce jour, cette nuit-là? Je ne peux pas poser la question à ma grand-mère, elle n'est plus là. Mon grand-père, il est mort aussi. Mais ça, je ne sais pas, ça a travaillé sur moi. Et là, encore, je suis reparti avec les narratrices, parce qu'il y a une jeune femme qui veut à tout prix assister à l'événement. Et c'est un parcours compliqué d'y arriver. Et on verra si elle arrive ou pas. Et en même temps, il y a la jeune femme qui veut à tout prix quitter la ville, une jeune femme noire. Donc je reprends un peu les bonnes gens, mais des années plus tard, 70 années plus tard, disons, après les événements des bonnes gens. Et donc là, maintenant, je retravaille justement surtout la deuxième voix, la jeune femme qui veut partir, parce que je ne veux pas me tromper. Parce que là, oui, c'est compliqué, 100 pages dans la voix d'une jeune femme noire dans les années 30 aux États-Unis, il faut être exact. Et j'y suis pas encore, mais j'arrive, je vais y arriver. Et si je me trompe, j'aurais au moins tenté la chose. Et it's always good to do that. Et est-ce qu'un jour tu comptes revenir à la veine plus urbaine et plus déjantée qu'on avait dans Une Impossibilité et New York numéro 2? Mais tu sais, je travaille toujours sur plusieurs projets. D'accord. Donc, j'ai pas du tout laissé ça de côté. En fait, c'est en route. Mais là, c'est des nouvelles. Et qui parlent de... Et c'est un peu... Je suis pas entré dans l'autofiction, ne vous inquiétez pas. Mais parce qu'en fait, ça devient très à la mode chez nous aussi, l'autofiction. Et on a vu ça avec... Ça détend. On n'est pas encore à ce point-là comme en France, mais c'est vrai que non, là je m'interroge justement sur mon parcours assez particulier d'être quelqu'un qui a passé la moitié de sa jeunesse et même en adulte dans les grandes villes, quand même à Tokyo, à New York, à La Haye, à Londres, et puis l'autre moitié dans cette ferme en Indiana. Et je suis toujours quelqu'un assez divisé en deux. Je me sens très à l'aise à la campagne et aussi à l'aise dans les grandes villes comme Paris où j'ai passé quand même 2 ans de ma vie. 2 ans merveilleux. Je sais les Parisiens qui disent « Oh oui, c'est pas si fort que ça. » Pour moi, c'est top. Merci. Je vais clore sur un petit passage. Sauf si vous avez des questions. It seems that some people here would really like to hear read one of his books in English. Alors, je ne sais pas si tu t'adresses à moi, c'est en français. Mais je l'ai pas, hélas. Non, je l'ai pas avec moi. Mais oui, mais on n'a pas le texte. Oui, en anglais. Non, c'est moi qui j'aurais dû apporter J'ai pas demandé, parce que j'ai un exemplaire avec moi, mais hélas pas ce soir. But I will just say in English that this question of translation into French and into other languages remains very near and dear to my heart. Because especially these last few days, listening to Anaïs, but also when I was in Belgium listening to an actress who read from the text, I really found the character that I had written in the French language, in this new language, in this new incarnation. So it was a wonderful thing to discover that there was some basic essence of this character that worked in a completely different language.
And that, again, is due to the quality of the translator and the translator's editor, who's here with us tonight. So all of that, in a way, just to give you the sound of my voice, the real Laird, the doubled Laird, but also just to, again, go back to this question of translation, which in America remains something that we need to work on. We don't bring enough over here into the States, whereas here in France, there are many books that are translated. And it's a great luxury to have things come from all over the world instead of just from here, right? So, anyway. À manger de la terre, vous faites d'étranges rêves. Des rêves de retour chez vous, des rêves dans lesquels vous essayez de traverser en courant votre propre champ fraîchement labouré mais en vain, dans lesquels, enfin rentrés, vous essayez d'ouvrir le loquet de votre propre porte sans parvenir à la faire bouger d'un pouce. À manger du ragoût d'écureuil divinement préparé que vous envoie votre colonel, nul rêve ne vous vient. C'est ce dont je fis l'expérience. Et Merci, on va Anaïs. s'arrêter. Merci à toi. Donc, comme vous l'avez compris, Neverhome c'est très bien. Prenez-en un pour vous, 3 pour offrir. N'hésitez pas à prendre aussi les précédents qui sont excellents. Et je vous rappelle, dernière nouvelle de Streni, si vous voulez compléter la collecte, voilà, ça va dedans, c'est un bonus.